Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Morgane du projet Entre les Lignes. Je suis très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir une nouvelle personne qui s'appelle Monsieur Georges Colleuil ici, enfin nouvelle pour moi en tout cas, donc pas nouvelle depuis son travail qui date d'au moins plus de 30 ans maintenant, à partir de l'année prochaine. Donc je vais vous laisser le découvrir à travers cette interview. Vous allez pouvoir avoir les liens aussi de son blog petit à petit, de son site et de ses œuvres pour que vous puissiez le découvrir entièrement par vous-même. Alors Monsieur Colleuil, bonjour. Bonjour Morgane, merci en tout cas de cette proposition et de ce projet. C'est moi qui vous remercie d'être là parmi nous et de nous transmettre votre savoir. Ah oui, merci. Alors, avant toute chose, j'aimerais que vous vous présentiez au niveau professionnel, savoir ce que vous avez fait et ensuite parler de vos créations pour que les gens comprennent de quel univers vous venez. D'accord. Bien, je viens du même univers que vous, chacun de nous. J'ai une démarche au départ d'études en psychologie, en philo, en linguistique surtout. Ça a été surtout ma passion, le travail sur ce qu'on appelle aujourd'hui la science du langage, les sciences du langage. Donc la recherche en linguistique vous amène forcément à vous intéresser au langage des signes. Je ne parle pas forcément du langage des signes tel qu'on l'entend chez les personnes malentendantes. Ouais, tout ce qui est le langage, voilà. oui. Non, je parle du fait que la nature nous offre un certain nombre de signes à déchiffrer, à décoder. Donc du signe, on passe au symbole, et du symbole, on va vers les archétypes, c'est-à-dire ce qu'il y a d'universel dans le symbole. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça a été au départ mes études, ensuite une dizaine d'années comme prof de philo. Alors dans quelle région vous avez été Ici, dans la région de Cannes, de Nice, voilà, d'où je suis originaire. Et puis ensuite, une autre dizaine d'années, psychothérapeute, d'inspiration analytique, voilà. Et à partir de là, lorsque j'ai vraiment découvert l'intérêt d'étudier le langage symbolique du tarot et les archétypes, eh bien, j'ai un petit peu laissé tomber les activités d'enseignement pour me consacrer entièrement à cette recherche. J'ai écrit un certain nombre de bouquins sur le sujet et créé une méthode qui s'appelle le référentiel de naissance que je développe, j'enseigne et je pratique depuis maintenant presque 30 ans. Donc 30 ans, ce sera l'année prochaine que ça va fêter ces 30 ans? Voilà, à partir de 2013, on va fêter les 30 ans du référentiel de naissance. Par toute une série de grandes fêtes, de conférences, de séminaires un peu partout dans le monde. Donc ça va durer presque 2 ans de festivités. Ah oui, quand même, ouais, c'est un gros travail de préparation, alors j'imagine derrière. Oui, un gros travail de préparation et puis l'occasion de réunir beaucoup d'étudiants qu'on a formés depuis des années. Alors combien vous estimez globalement combien de gens qui ont pu étudier ce genre de référentiel? Vous savez, on ne peut pas trop dire, mais en tout cas, au moins 10 000. Enfin, si on regarde un peu le nombre de pays que j'ai visités, le nombre de conférences que j'ai faites et le nombre de formations que j'ai animées, les progressions sont vite géométriques, quoi. C'est exceptionnel. Mais bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont été formées ont prolongé leurs études par une activité professionnelle, mais disons, se sont intéressées à ces questions du langage symbolique. Et ont un petit peu fait connaître le référentiel de naissance. Donc, il y a le Canada, il y a la Suisse, il y a la Belgique, le Maroc, il y a la Roumanie, d'où on revient. Là, on vient de créer un groupe en Roumanie, en Espagne, au Brésil, voilà. Enfin. Ah, donc même dans les langues étrangères, alors même ça ne s'arrête pas qu'au français, alors. Oui. Intéressant. Oui. Avec des étudiants bilingues qui traduisent lorsque j'anime un cours, quand je fais une formation, quoi. Exceptionnel. Alors, le référentiel, globalement, ça utilise plutôt quel outil de base? J'ai vu que ça utilisait le tarot, c'est ça? Oui, voilà. Donc, l'intérêt pour les symboles, pour les archétypes, le monde est plein de symboles. Ouais. Et parfois, il suffit juste de regarder autour de nous, dans l'art, dans la peinture, dans la musique,
toute chose. D'ailleurs, beaucoup d'artistes ont réutilisé, j'ai vu le tarot dans des œuvres, que ce soit musicales ou théâtrales, beaucoup de gens utilisent ces arcanes qu'on appelle ça d'ailleurs. Bien sûr, les arcanes du tarot. Dali a fait un tarot par exemple. Vous savez qu'il existe presque, je sais pas moi, il y a des milliers de tarots différents. Bon, tout le monde connaît le tarot de Marseille, oui, c'est vrai. Mais il existe des milliers de tarots différents. Il faut savoir que moi j'ai passé beaucoup de temps tout au long de cette carrière à essayer non pas d'expliquer ce qu'est le tarot, mais souvent d'expliquer ce que ça n'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, vous savez, on s'imagine le tarot avec la voyante avec son fichu sur la tête, sa boule de cristal et qui vous lit l'avenir, alors que le tarot est un livre alchimique, un livre philosophique, et peut-être ce qui est le plus élaboré dans l'esprit de l'homme pour justement parler de l'être humain et parler de la civilisation humaine. Et donc c'est dommage qu'on ait vu du tarot que ce côté-là, qui est un côté un petit peu, je dirais, superficiel, alors que c'est un véritable scanner de notre esprit et aussi de notre humanité, parce que derrière le symbole, il y a l'archétype. Et la particularité de l'archétype, c'est que l'archétype n'est pas limité à une culture donnée. Il est universel. C'est-à-dire, on va prendre un symbole qui va être valable dans une civilisation, une religion, mais qui n'aura pas le même sens dans une autre religion. Tandis que l'archétype, lui, il est universel, il appartient à l'humanité tout entière. Donc, vous savez, c'est comme un scanner, c'est-à-dire la première couche, on a l'image, deuxième couche, vous savez, le symbole. Le symbole a plusieurs sens, et puis derrière le symbole, il y a encore l'archétype qui, lui, a un fond d'humanité. Ce qui fait que dès que vous vous intéressez à l'archétype, vous faites un travail de rapprochement humaniste. Et puis sur plusieurs domaines, du coup, qui n'ont pas... C'est vrai que ça englobe, du coup, plusieurs, on va dire, philosophies, plusieurs arts, peut-être, du coup. Ça étudie plusieurs choses en même temps. Voilà, c'est un diamant étincelant avec de multiples facettes. Et puis bon, le diamant, on sait qu'au départ c'est du charbon, Ouais. Donc il y a tout un processus d'évolution qui amène à ce résultat. Donc le tarot, malgré ce que l'on pense, c'est-à-dire bien au-delà d'un simple jeu de cartes divinatoires, c'est un fantastique catalogue de symboles, mais qui n'a de valeur et d'intérêt, ma foi, que s'il peut être vécu et intégré dans une expérience humaine. C'est une expérience de développement, dans ce sens-là alors. Un développement de l'être, une expérience philosophique, puisque c'est aussi probablement la même fonction de la philosophie et du tarot tel que je l'envisage, c'est-à-dire d'éclairer l'existence, d'apprendre à mieux se connaître, et de cheminer vers le bonheur. C'est joli. J'aime bien ces mots, ça résonne en tout cas. Ça oui, puis je crois que c'est simple. On s'éloigne beaucoup de ce sorte de quête humaine, en se grattant un petit peu trop le ciboulot, et en se regardant un peu trop le nombril aussi. Tandis que là, ce sont des images, le tarot. Vous savez, un enfant de 4 ans, il est capable, en regardant une image, il est capable de dire quelque chose, quoi. Et c'est très intéressant parce que ce qu'un enfant de 4 ans va dire sur une carte de tarot ne ressemble pas du tout à ce qu'un adulte va en dire. Donc c'est très important parce que ça permet de ne pas figer la symbolique des arcanes à partir d'une sorte de lexique qui serait écrit une fois pour toutes. Très connu, d'études ou quelque chose mais de vraiment proposer les arcanes comme des miroirs à des individus pour qu'eux-mêmes puissent, à travers le ressenti, l'émotion qui en découle et la description qu'ils en font, y voir des choses que peut-être moi je n'aurais pas vues. Donc vous avez déjà eu des expériences avec des enfants qui vous ont donné des choses Déjà mes propres enfants au début. Je raconte toujours cette anecdote qui est trop amusante parce que quand ma fille avait 4 ans, je lui ai proposé de classer les arcanes majeures du tarot entre les personnages masculins et les personnages féminins. Alors c'est très intéressant parce qu'à 4 ans, c'est un peu l'âge justement où on découvre le sexe et l'autre au niveau de l'opposé, etc. Exactement, c'est cette période très intéressante. Et donc, elle me met du côté des hommes, tous les barbus, alors l'empereur, le pape,
l'ermite, etc. Du côté des femmes, les femmes, la justice, je sais pas moi, tempérance peut-être, la papesse. Et puis elle me met l'étoile, je sais pas si vous visualisez bien l'arcane de l'étoile. Elle sera diffusée en même temps, et la verront. Dans la catégorie des hommes. Alors je lui ai dit, là, maintenant je crois que tu t'es trompé. Elle me dit, non, c'est un homme. Je dis, non ma chérie, c'est pas un homme, là, tu vois bien que c'est une femme. J'assistais bêtement et elle me tenait, mais non papa, voyons, tu vois bien que c'est un homme, 4 ans. Et alors là, je me posais un peu des questions, je commençais à m'inquiéter. Et elle me dit, oui, voyons, regarde, elle est torse nu, le personnage il est torse nu, il n'y a que les garçons qui se mettent torse nu. Les filles, elles se mettent jamais torse nu. C'est-à-dire, elle avait le référent de ses frères, pré-ados, en train de jouer au football sur la place du village, qui avait enlevé le t-shirt, et qui était dans son esprit, voilà, l'image du garçon, c'est quand t'enlèves le t-shirt que tu joues au football sur la place du village. J'aime bien ça. Et là, du coup, je me suis dit, c'est très important, parce que nous, adultes, intellos, etc., on a une vision des arcanes par rapport à tout ce que nous ont transmis les traditions depuis des millénaires, pas des millénaires, mais quand même pas mal de temps. Et puis on n'est pas attentif à ce que les autres ressentent quand ils regardent l'image. Et le référentiel de naissance, quand je l'ai créé, on en reparlera tout à l'heure, quand je l'ai créé, le référentiel de naissance, c'était vraiment cette fonction, c'est-à-dire d'amener les personnes qui s'intéressent à ce sujet à découvrir par eux-mêmes ce que l'arcane pouvait leur délivrer à eux comme message. Une analyse d'eux-mêmes, c'est eux qui regardaient, qui devaient dire leur ressenti. Ouais. Ce qui fait qu'une même carte comme l'ermite, par exemple, certains vous diront « Oh là, je l'aime pas parce que ça me rappelle ma solitude, ça me rappelle l'isolement que j'ai eu dans mon enfance, etc. » Et d'autres vous diront « Ah oui, ça me rappelle mon grand-père qui était un sage, qui m'a amené dans la forêt quand j'étais enfant et qui m'a appris beaucoup de choses. » Donc le même vécu de l'arcane va être totalement différent. Si on fait confiance à la personne qui participe à l'exercice, de découvrir par lui-même le lien, la passerelle qui peut être jetée entre l'image et son vécu, et son existence. Et ça, c'est un peu la particularité de mon approche avec le tarot. C'est pas le grand maître qui a le savoir et qui vous balance comme ça tout un discours sur vous en disant « je te tire cette carte, ça veut dire que tu ». Et combien de fois j'ai expliqué que ça veut dire que tu tues. Il n'y a rien de tel que pour enfermer les gens dans une sorte de pensée, de direction peut-être, voilà, de pensée unique, un peu comme ça figé et rigide, mais dire non, je pense que cette carte a un message à te délivrer. Est-ce que tu peux me dire comment tu le ressens? Après, on fait des recadrages. Je peux dire, oui, mais tu vois, tu n'as peut-être pas vu qu'il y a aussi cet aspect dans cette carte, cette ouverture. Et donc, un dialogue est instauré et le travail se fait à 50-50. C'est vraiment une vraie relation interactive, semi-directive. Elle n'est pas entièrement non-directive, mais elle n'est pas directive non plus. Ouais, elle est plutôt directive dans le sens où vous essayez d'apporter des réponses, mais pas vous obliger la personne à dire que c'est ça peut-être. Parce que la personne, par exemple, vous pouvez donner une ouverture, elle va dire oui, mais ça me fait penser à autre chose peut-être dans cette idée-là. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, ce que j'essaye de faire et ce que j'essaye d'enseigner aux futurs praticiens du référentiel de naissance, c'est que le tarot n'est pas là pour nous donner des réponses, mais pour nous poser des questions. Ça c'est intéressant parce que là je pense que les gens qui justement vont voir des gens pour le tarot ne l'ont pas peut-être perçu comme cette chose-là. Ils attendent des réponses. Donc là on est plutôt dans un jeu de questionnement et puis moi je crois que les vrais grands maîtres ce sont des êtres qui questionnent. Ce sont on interroge l'individu. Donc donner des questions, poser la bonne question par rapport à une expérience personnelle, c'est un chemin plus philosophique qu'un oracle qui donnerait une réponse figée qui serait à ce moment-là enfermante, parce que c'est ce que disaient les grands maîtres du Yiking à l'origine. À l'origine, vous savez, le Yiking, il n'y avait que 2 réponses possibles, oui ou non. Pas compliqué, il n'y a que 2 signes. Mais on s'est vite aperçu que c'était insuffisant, parce qu'une fois que tu vas demander à l'oracle, je sais pas moi, est-ce que je vais guérir, ou est-ce que mon amoureuse va revenir? Oui. Non.
Et immédiatement après, forcément, revient une seconde question, qu'est-ce que je dois faire? Et là, la question qu'est-ce que je dois faire, tu ne vas pas répondre oui ou non. Tu vas bien être obligé de poser une sorte de métaphore. Alors par exemple un conte, je vais te raconter l'histoire de ce sage qui vivait, bon, etc. Et c'est comme ça qu'est né le yiking, avec parfois effectivement des métaphores obscures, mais qui demandent à celui qui l'entend de décortiquer et de faire le lien avec lui-même. Hein, des phrases du style, je sais pas, l'homme marche sur la queue du tigre, le tigre ne le mord pas. Oui, sur le coup, j'avoue que ça veut dire qu'est-ce qui se passe, oui, bien sûr. Le petit renard traverse le lac, mais le lac brusquement gèle et sa queue reste coincée dans la glace. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais pour le coup, c'est beaucoup plus dynamique parce que ça oblige un décodage, comme on dirait, je sais pas, un commentaire du texte, et de voir que, voilà. L'homme marche sur la queue du tigre et le tigre ne le mord pas. Pour moi, c'est la définition vraiment de l'arcane 11, la force. La force, d'accord. C'est-à-dire, marcher sur la queue du tigre, c'est se mettre en relation avec ses pulsions instinctives, qui, lorsqu'elles sont libérées, peuvent faire de toi l'être le plus violent et le plus destructeur de la Terre. Mais en même temps, marcher sur la queue du tigre et le tigre ne te mord pas. Si tu rentres dans toi, tu rencontres ta pulsion, tu rencontres ta force vitale, mais tu te laisses pas dévorer par elle. Et c'est tout à fait l'image donc de la force où on voit cette femme, visage serein, qui tient ouverte la gueule du lion. Les muscles ne sont pas bandés, il y a une sérénité. On voit au sommet de l'arcane 11 la force, ce signe qu'on appelle une lemniscate, qui est un 8 horizontal. Ça ressemble un peu au signe infini, c'est ça? C'est le signe de l'infini. C'est ça, hein, c'est sûr. Donc il met le personnage en relation avec le monde cosmique. Et donc, forcément, voilà, il y a une force qui passe. La vraie force, c'est pas la force combative, violente, agressive et pugnace. Hein. La vraie force, c'est la force du centrage, l'autonomie et de l'alliance avec soi-même. Donc, cette histoire de la queue du tigre, j'aime bien. J'en parlais, je donnais un cours sur le tarot à l'école du cirque. C'est intéressant. Hein. Oui, parce que dans chaque arcane, vous avez un décor du cirque. C'est vrai. Vous avez le clown dans le mat, l'acrobate dans le pendule, les dompteurs dans le chariot. Enfin, vous avez toutes les professions du cirque. Et donc, je parlais de la force. Et il y avait le dompteur des lions, donc, qui était là. Et oui, quand je parlais des chevaux, je pensais au maître écuyer. Hein, mais par contre, le dompteur, donc, me raconte, monsieur, vous avez parfaitement raison, parce que quand je suis avec mes lions dans ma cage, il suffit que je me décentre un instant pour que eux se mettent à rugir. Je ne sais pas si je vais leur frapper ou leur taper dessus qu'ils vont obtenir leur calme. C'est juste si moi je suis relié ciel-terre. Et donc je dis la métaphore est quand même exceptionnelle parce que c'est bien ça la force. C'est valable dans toutes les communautés, dans la famille, à l'école, dans l'entreprise. Si dans le groupe il y en a un qui prend déjà l'initiative de respirer, de se centrer, eh bien, ça crée du lien et ça favorise la communication. Les autres le ressentent d'une manière peut-être inconsciente, mais ça se ressent. Ça passe, on voit dans une famille, vous savez, quand ça y est, quelque chose qui part en live, pour le dire poliment, eh bien voilà, tout le monde se met à s'engueuler et à se projeter. Il y a beaucoup de projections, hein, avec la violence qui peut naître dans un conflit. Il suffit que voilà, l'un d'entre eux décide de se dissocier de cette agressivité, de cette violence, prendre une respiration, se recentrer ciel-terre, visualiser la force et toute cette pacification qu'il peut trouver en lui. Ben moi, je vous garantis, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Eh bien, ça va favoriser. Fais déjà un premier pas et voilà. On attend souvent que ce soit l'autre qui on fait ça, la projection, c'était le fait de rejeter peut-être sur l'autre le fait que ce qu'on veut faire mais peut-être qu'on n'y arrive pas ou... Oui, puis l'autre te renvoie à ton impuissance, ton incapacité et puis c'est une partie de ping-pong dramatique et tragique, quoi. C'est ça. Tandis que là, ce travail de la vibration de la force, c'est un peu comme une pierre que l'on jette dans l'eau claire d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.
C'est joli. C'est de Michel Legrand. D'accord. Alors si je vais vous proposer, on va continuer un petit peu en marchant. Oui, d'accord. Pour Ok. continuer le cours de cette vidéo. Avec plaisir. Ouais. Mais par contre, c'était vraiment quelque chose qui intéressait l'alchimie, sachant que l'alchimie, voilà, ce n'est pas non plus une fantaisie. L'alchimie propose la transmutation du plomb en or, la transmutation des métaux, mais en fait, il s'agit d'une démarche philosophique. C'est ça ce qu'on peut appeler le mythe du coup là, sur ce coup-là, sur le plomb en or. Voilà, là, c'est là que ça équivaut à... Il y a vraiment un travail de sens, puisque le chemin de transmutation du plomb en or, c'est le chemin d'éveil de l'homme, de son sommeil de plomb à sa conscience d'or. Et c'est très clairement dit dans la sagesse alchimique, où il est dit, bah, tu ne pourras fabriquer de l'or que, un, si tu n'en as pas besoin, J'aime bien. deux, si tu t'es rendu digne de le faire. Donc on voit bien que le processus, c'est avant tout un processus intérieur, un processus de sagesse. Voilà, donc le tarot a probablement été un des premiers livres alchimiques connus de l'histoire de l'homme. Puis ensuite, au fil des années, il s'est développé comme un outil initiatique, mais aussi, et c'est là où j'ai trouvé que c'était très intéressant, un outil qui a été une grande source d'inspiration créatrice ou d'inspiration poétique. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'auteurs, le nombre de poètes, de peintres, de sculpteurs. Je pense à Niki de Saint-Phal, je pense à Gérard de Nerval comme poète, Shakespeare même, qui ont connu le tarot, qui l'ont aimé et qui ont puisé la source vive d'une créativité extraordinaire. Donc, vous voyez déjà... on a toute autre approche de la signification du tarot. Donc ces peintres, ces artistes, ces écrivains se sont intéressés à ce qu'ils pouvaient dénicher comme force dans ces symboles, et ça leur a servi de support de créativité. Alors j'ai vu qu'il y avait une histoire par rapport à la bibliothèque d'Alexandrie, que j'ai trouvé ça très intéressant sur votre site, qui parlait que vous avez créé entre autres avec un artiste peintre, le tarot de Marrakech. Oui. Alors j'aimerais que vous me racontiez cette histoire sur l'histoire de cette bibliothèque d'Alexandrie, parce que j'ai trouvé ça très, très intéressant au niveau de ceux qui veulent en tout cas rechercher cette histoire en tout cas. La bibliothèque d'Alexandrie, déjà, c'est le google.com des premiers millénaires. C'est-à-dire que lorsque ils ont créé la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, le but c'était de rassembler en un seul lieu la totalité des savoirs de l'humanité. Et puis cette bibliothèque a été brûlée 3 fois, parce que tous les détenteurs du pouvoir et du dogme ne voulaient pas que le savoir puisse être mis à la disposition de chacun. Donc ça a été brûlé par les Romains, ça a été brûlé par les chrétiens, ça a été brûlé aussi par les Arabes. Et puis bon, finalement il n'y avait plus rien à brûler. Donc l'idée du tarot de Marrakech, c'était, bon, au départ c'est une rêverie, c'est une sorte de songe, de tout ce savoir parti en fumée, qui aurait formé une sorte de nuage qui se serait cristallisé dans un nuage fossile, qu'on aurait retrouvé 600 ans plus tard
se baladant au-dessus de la place Djama El Fna à Marrakech. À Marrakech, d'accord. Et là, avec le peintre Valadier, qui est un peintre absolument extraordinaire, un des plus grands peintres pour moi de l'image de la femme, et qui était depuis quelque temps à Marrakech dans une période, on va dire, orientaliste de son art. Et bien, ensemble, on a travaillé à recréer ce tarot. Et il s'appelle Tarot de Marrakech, mais en fait, il contient des symboles et des mythes qui viennent de plusieurs civilisations. Car le Tarot de Marrakech, vous y avez au départ 7 sages qui se réunissent pour mettre en sécurité les savoirs du monde entier, et parce qu'ils sont menacés par les intégrismes de tout poil. Et donc il y a un chinois, un persan, un chrétien, un juif, un arabe, une indienne et un berbère. Et ces 7 sages se réunissent et voilà, rassemblent toutes leurs connaissances et le mettent en sécurité entre les mains d'un calligraphe qui a un certain pouvoir, parce qu'il a été imprégné de ce fameux nuage dont on a parlé. Bon, enfin, c'est une grande histoire, je ne peux pas. Ouais, mais du coup, vous avez quand même en fait créé un mythe, justement pour justement, toujours avec ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au fait de pouvoir tirer quelque chose de ce mythe-là, en fait. Oui, c'est ça. C'est une création, bien sûr. N'étant aucune vérité, bien entendu. Bien sûr. Mais il en est quand même ressorti 79 arcanes. C'est pas mal quand même. C'est un de plus que le tarot habituel, parce qu'il y a une clé supplémentaire dans le tarot de Marrakech. Et ça fait quand même 79 tableaux originaux réalisés par Valadier. Et puis tous les textes que j'ai écrits pour venir en souligner la symbolique. Oui, d'ailleurs, ce que j'ai vu que quand on veut acquérir par exemple ce livre, on a le jeu de cartes plus le livre justement avec. Oui, alors justement il y a ces deux choses. Vous avez quand même une explication derrière. Oui. On ne donne pas que le jeu de cartes avec une simple règle, on va dire, pour faire une simple notice, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant. Il y a tout le chemin qui a été parcouru pour arriver aussi à ce résultat. Donc pour finir, on va donc parler en conclusion des autres choses que vous avez fait à part le tarot de Marrakech et du référentiel, expliquer vos livres, etc. D'accord. Et je voudrais d'abord juste, avant ceci, parler d'une séance du référentiel de naissance. Donc ça se base sur la date de naissance. Alors expliquer un peu ce concept justement le déroulement, on va dire. Bon, c'est un petit peu difficile à expliquer en quelques mots, mais disons que le référentiel de naissance, c'est une sorte de thème. Moi j'appelle ça une charte plutôt, une sorte de contrat avec soi-même. On obtient 14 arcanes de tarot, et chacune de ces lames est obtenue à partir d'un calcul qui est fait sur la base de la date de naissance. Seulement. Parce que ce qui est important, c'est pas tant l'analyse qu'on va faire de chaque arcane, mais c'est la manière dont la personne va réagir avec l'arcane, c'est-à-dire la lame qui lui est proposée. Ce qui fait que même, vous prenez des personnes qui sont nées à la même date de naissance, qui ont le même thème, on n'aura jamais la même séance. Parce que chaque fois, c'est un vécu différent. Donc on définit 14 polarités, on appelle ça 14 maisons. Comme l'astrologie d'ailleurs. Oui, l'astrologie utilise aussi le terme maison. D'ailleurs, que ce soit l'astrologie ou que ce soit le référentiel de naissance, on a pris le terme maison à des sciences encore plus anciennes, notamment le Viking, les grands oracles chinois qui utilisaient déjà ce terme bien avant la naissance de l'astrologie. L'idée, c'est le nombre 14, parce que là aussi ça repose sur le mythe d'Isis et Osiris. Osiris, selon la légende, a été découpé en 14 morceaux. Par son frère bien-aimé, et sa femme, donc Isis, sa femme et sœur, sa sœur et épouse, a consacré toute son énergie, sa vie, à retrouver, rassembler les différents morceaux de son époux écartelé et éparpillé. Et donc le référentiel de naissance, ça part un peu sur ce principe, c'est un moyen de réunifier en nous ce qui est dispersé, ce qui est
Oui, voilà, un peu parti dans tous les sens, quoi. C'est vraiment un travail de réunification. Donc sur chacune de ces maisons, il y a une fonction particulière. Donc vous avez la maison de la personnalité, celle du terrain dans lequel on peut le mieux se développer, la maison qui va symboliser nos meilleures ressources, celle qui va symboliser les défis que l'on rencontre dans son existence, une autre pour les projets parentaux ancestraux qui conditionnent nos existences parfois, une autre lame dont le symbole va exprimer les passages obligés de l'existence, parfois des marécages à traverser, parfois des déserts à traverser, une autre qui va représenter notre quête, une autre qui va représenter nos échecs, etc. etc. C'est très global, c'est vraiment quelque chose qui parle de beaucoup de choses personnelles. Voilà, c'est vraiment une quête d'unité à travers les différentes parties dispersées de notre existence. Donc on va dire, si quelqu'un prend une séance, le temps peut varier justement selon chaque personne. Non, le temps est très cadré dans une séance référentielle, c'est 1h30 maximum, parce que il ne faut pas se disperser non plus. Et dans une séance référentielle, on ne regarde pas toutes les maisons. Je veux dire, déjà, si à la fin d'une séance, vous avez pu voir 2 ou 3 thèmes sur 14, c'est déjà énorme. Et ça fait, laissez-moi vous dire que ça fait travailler parce que ça ne se termine pas là. Il s'ensuit, après une séance référentielle de naissance, on peut développer un travail d'écriture, un atelier d'écriture, de création artistique, en art-thérapie. Donc, il y a toute une série de prolongements que le référentiel de naissance permet pour continuer ce chemin de croissance personnelle et de connaissance de soi. D'accord. Donc, si quelqu'un veut avoir accès à... Comment on peut dire quelqu'un qui pratique le référentiel de naissance d'ailleurs ? Quelqu'un qui pratique le référentiel de naissance, c'est quelqu'un qui a le droit d'utiliser la marque, parce qu'il s'agit d'un modèle déposé, qui a été formé à la méthode, une formation sérieuse et structurée, donnée par des formateurs eux-mêmes agréés, par des écoles elles-mêmes agréées. Donc on essaye d'avoir quelque chose qui tienne à peu près la route pour éviter les fantaisies de ce que j'appelle les saltimbanques de l'ésotérisme, c'est-à-dire de rester quand même dans un chemin honnête, éthique, d'une construction vraiment intérieure, et pas partir un peu dans tous les sens. Comme vous m'avez dit hors caméra, qu'il y avait quand même des gens des fois qui avaient un peu mystifié la chose, qui avaient un peu désinformé plutôt, qui avaient fait de la désinformation. Voilà, vous le dites maintenant devant caméra. Voilà. Est-ce que ça vous dérange si pas du tout, c'est la réalité. D'accord. Donc, mais vous savez, je ne suis pas le seul, c'est dans tous les domaines. Bien sûr, dans tous les domaines, il y a des abus, des détournements, et parfois par des personnes en toute bonne foi, mais qui n'ont peut-être pas mesuré qu'ils ont entre les mains une bombe atomique, et qu'elle peut aussi leur exploser entre leurs mains, parce que parfois on se permet une certaine vulgarité dans l'expression de ce qu'on a à dire aux personnes, avec des « il faut que tu », avec du moralisme, avec projection personnelle, etc. Les praticiens du référentiel de naissance qui ont été formés à la méthode ont été aussi formés à l'accompagnement, au coaching, à la psychologie, ils ont eu un cours de psychopatho, etc. Enfin, c'est quand même une structure qui s'impose, à mon avis, aujourd'hui où on a quand même un petit peu besoin de mettre des balises sur les chemins du sacré, les chemins de l'esprit. Donc si quelqu'un par exemple veut devenir, ou veut plutôt apprendre sur référentiel, il peut avoir les infos sur votre site officiel. Oui. Par exemple georgescolloy.com. Oui, ça, tout à fait. Parce que j'ai vu que vous avez tous les référencements, les stages, etc. qui sont référencés. Et selon la région où il habite, je peux le mettre en relation avec des formateurs sur place qui sont habilités à donner des enseignements. Ce que j'ai aimé, c'est votre facilité de vous communiquer avec votre email, et c'est vraiment, vous avez une réponse qui est, enfin je le dis pour ceux qui veulent en tout cas vouloir avoir des infos là-dessus, vous êtes très ouvert là-dessus, et c'est vraiment un grand bonheur d'avoir des gens comme vous, avec une ouverture. On ne peut pas prétendre s'intéresser à la communication et ne pas communiquer. Donc, il y en a qui, malheureusement, il y en a qui sont comme ça, malheureusement. Pas tous, évidemment. Voilà, la preuve. Oui, bon, maintenant, vous savez, on reçoit beaucoup de mails, on reçoit beaucoup de courriers. Donc, il ne faut pas se décourager, même si je ne réponds pas tout de suite. Habituellement, on répond toujours. Bien sûr, parce que des fois, ça demande un peu beaucoup de travail. Alors, pour conclure, j'aimerais finir sur le nombre d'ouvrages que vous avez fait, parce que j'ai vu qu'il y en a quand même pas mal. Oui, une dizaine d'ouvrages à peu près. Depuis Tarot l'Enchanteur, qui a été le premier livre, sorti en 1997.
qui est une nouvelle vision du tarot de Marseille. Donc, je regarde le tarot avec un œil différent, un œil de philosophe, un œil d'artiste. Et donc, je partage un peu mes découvertes avec mes lecteurs. Puis ensuite, il y a eu le référentiel de naissance, qui est le livre sur la méthode. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, oui, c'est ça. J'ai écrit aussi un livre sur les rêves, car le rêve est aussi un Freud disait c'est la voie royale qui conduit à la connaissance de l'inconscient. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Le rêve clé de l'identité et qui est une manière de présenter les rêves un petit peu aussi alternative, c'est-à-dire d'un point de vue plutôt philosophique et artistique. Par exemple, pour les personnes qui ont un suivi avec leurs rêves, qui les notent, on transforme leurs rêves en scénario et on fait tout un travail de critique cinématographique et de critique littéraire sur le livre. Très intéressant ça, tiens, c'est une méthode assez originale. C'est une méthode originale qui développe la créativité, qui en même temps a l'avantage d'amorcer l'augmentation des rêves des personnes. C'est-à-dire, tout le monde rêve, on le sait, mais tout le monde ne se souvient pas de ses rêves. Ouais, c'est ça, l'oubli, il y a cette notion d'oubli. Voilà. Donc, il y a eu ce livre sur les rêves. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle La fonction thérapeutique des symboles. Je parle des mythes, beaucoup de mythologie, du mythogramme, qui est une méthode aussi de connaissance de soi à partir des mythes grecs plutôt, parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais parmi mes étudiants, j'ai des étudiants qui se sont intéressés à d'autres mythologies et qui ont développé d'autres volets de la mythologie. Comme quoi les choses s'expandent petit à petit. J'ai eu le tarot de Marrakech, puis encore plusieurs autres choses, là j'ai pas tout en tête. Bien sûr, donc par exemple si on veut avoir accès à ces livres, on peut les trouver sur votre site aussi également. Oui, tout y est. On peut les commander, etc. Oui. Ils sont en vente dans toutes les bonnes pharmacies. J'espère. En tout cas, Monsieur Collège, je vous remercie énormément d'avoir pu partager de votre temps si précieux, parce que vous bougez quand même beaucoup entre vos conférences, entre la France et les autres pays. Donc merci beaucoup encore d'avoir pu accepter cette interview. J'espère que ceux qui l'ont vu auront des clés. Excusez-nous pour le bruit, auront des clés et pourront s'intéresser justement à ce genre de travail. Et puis j'espère à bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures. Pourquoi pas. Voilà, je suis toujours partant pour l'aventure humaine. Merci beaucoup, Monsieur Collège, encore. Merci. Au revoir.